Selon la télévision française France 24, il existerait une tension entre les VDP et FDS au Burkina Faso. C'est un reportage publié le 27 mai 2024 qui le précise. Au lendemain donc de la tenue des assises au Burkina Faso donnant un nouveau mandat de 5 ans au président du Faso, est-ce à dessein ou une crise à prendre au sérieux, analyse et décryptage avec mes invités. Puis avec mes invités, nous parlerons des manœuvres militaires conjointes entre les pays de l'AES, le Togo et le Tchad. C'est une coopération militaire première du genre. Allons-nous vers un agrandissement de l'AES? Réflexion y sera portée. Et enfin, un regard critique sera porté sur la création de la Confédération du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il sera donc question ici de parler des grands enjeux géopolitiques et géostratégiques. Voilà donc les sujets qui seront débattus dans ce regard sur l'avenir. Deuxième numéro. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de Labidi Naba. Il est le porte-parole du mouvement Faso Cause. Bonjour, Monsieur Labidi. Bonjour Davira et bonjour aux jeunes camarades. Et pour les analyses, je suis en compagnie de Assamadou Guiré. Il est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonjour, Monsieur Guiré. Bonjour, Monsieur Dabira, et bonjour également à mes co-débatteurs et au doyen Labidi ici présent. Troisième invité sur ce plateau, il s'agit de Abdoul Rasmane Sawadogo. Monsieur Sawadogo est juriste et le coordinateur de la Ligue de défense noire africaine. Bonjour, Monsieur Sawadogo. Salutations révolutionnaires à vous, Dabira, et salutations révolutionnaires et patriotiques à l'ensemble des téléspectateurs de la TVC 360. Très bien. Quatrième invité, il s'agit de Mohamed Sekou Doro. Il est le président du comité de soutien à l'AES pour une conscience patriotique qui nous rejoindra en direct depuis le Niger. Bonjour, Monsieur Doro. Alors, bonjour, Monsieur Doro. Vous me recevez? Alors, Monsieur Doro qui va prendre certainement le train en marche. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Labidi. Alors, il existerait une tension entre FDS et VDP au Burkina Faso. C'est la télévision française France 24 qui le précise à travers donc un reportage publié le 27 mai, au lendemain donc de la tenue des assises nationales au Burkina Faso. France 24, c'est un média d'État. Est-ce à dessein quand on sait que entre le MPSR 2 Paris, il y a toujours la crise entre nos deux pays. C'est une réflexion que vous menez? Il faut dire que moi j'ai suivi ça par accident. Une déclaration, disons, fulminante qui soutiendrait que entre les FDS et les VDP, il y aurait une tension. Je pense que ça participe, et j'en suis certain, à la manipulation et au projet constant de ces types de médias impérialistes qui travaillent toujours à créer le chaos, à créer la dissension entre les populations, entre les citoyens, mais aussi au sein de l'armée et entre l'armée et les VDP. Je pense que le récit tel que a été dit par ce média qui est suspendu au Burkina relève en fait des éléments qui démontrent leur ignorance totale de ce que c'est qu'un VDP. Mon analyse sur des questions de cette nature, concernant particulièrement les VDP, sont des analyses qui seront toujours partiellement objectives. Parce que moi-même, je suis un VDP. Moi-même,
C'est-à-dire, quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, nous sommes les premiers à nous enrôler comme VDP. Le VDP, c'est d'abord un homme ou une femme. Vous n'avez jamais eu vent d'une quelconque tension? Non, il n'y a pas. Le journaliste aussi travaille sur des faits. Est-ce que là, ce n'est pas peut-être une opportunité pour l'autorité aussi de regarder aussi dans les rangs? Parce qu'on ne dira pas que tous les Burkinabés engagés sur le front de cette lutte contre le terrorisme sont honnêtes aussi. Il n'en est rien, parce que jusqu'ici, la cohésion entre nos forces militaires et entre notre armée et les VDP n'ont jamais connu de difficultés. Certes, dans toute corporation, il peut y avoir des insuffisances, il peut y avoir des éléments à réparer, à parfaire, mais il faut dire que particulièrement, il n'en est rien par rapport au récit qui a été donné par ce média, qui n'a cessé à chaque fois que le Burkina a franchi une étape particulière de sa vie, surtout cette transition. Vous disiez d'ailleurs que nous quittions, disons que nous venions de sortir des assises nationales, à chercher des fois, en tout cas des moyens pour encore jeter l'opprobre, jeter la confusion et la dissension entre nous. Alors, c'est à nous d'avoir... Monsieur Guiré, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, cette sortie du média français France 24 sur cette crise, est-ce qu'on ne peut pas la prendre au sérieux ou bien vous voyez des suspicions particulières? Alors, moi, je m'alignerai derrière l'analyse du très cher René Labidi ici présent pour dire effectivement que c'est une sortie qui vise justement à manipuler non seulement nos opinions au niveau national et aussi au niveau international. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la communauté dite internationale, ou du moins l'opinion internationale, a le regard naturellement sur notre pays. Et vous savez qu'avec les VDP, nous avons beaucoup d'exploits, nous avons beaucoup d'acquis aujourd'hui, du point de vue justement de la reconquête de notre territoire national. Donc, les médias comme France 24 sont justement dans leur rôle celui de montrer à l'opinion nationale, ou du moins de convaincre l'opinion nationale que les VDP sont en train naturellement de déserter les rangs au niveau du Burkina Faso. Et nous estimons que c'est de bonne guerre parce qu'ils sont dans leur droit, mais il est de notre responsabilité naturellement de démentir, parce que nous savons que aujourd'hui, ce sont des milliers de Burkinabés, pour ne pas dire des millions de Burkinabés qui revendiquent justement, qui veulent prendre les armes pour rejoindre les autres VDP au niveau. Aujourd'hui, affirmer le contraire. Aujourd'hui, affirmer le contraire. C'est carrément de la manipulation. C'est de la manipulation, et nous estimons aujourd'hui que pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso peuvent justement se laisser facilement emporter par ce type de manipulation, par ce type de communication. Mais ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont à Ouagadougou, du moins ceux qui sont en contact avec la réalité du terrain, avec la réalité justement de notre situation sécuritaire, ne peuvent pas se laisser facilement embarquer par de telles communications. Et nous estimons, et vous l'avez si bien souligné aujourd'hui, nous ne sommes pas en odeur de sainteté avec l'État français. Pourtant, ce média est financé par l'État français. À coût de millions. À coût de milliards d'euros. Aujourd'hui, le budget même de ce média, je pense qu'il y a des ministères qui n'ont pas ce budget au niveau du Burkina Faso. Et nous estimons que c'est de bonne guerre. Ils sont dans leur droit, ils sont dans leur logique. Comme exactement ce qu'ils le font depuis des années. Vous savez que tous les régimes africains qui n'ont jamais été en odeur de sainteté avec l'Élysée ont toujours été combattus par ces médias comme France 24, RFI, le groupe Média France Monde. Donc, aujourd'hui, nous pensons que nous avons des médias sérieux, nous avons des médias dirigés par des patriotes comme C360, et il est de votre responsabilité, de votre devoir justement d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur naturellement ce qu'il y a comme réalité au niveau du Burkina Faso et même au niveau de l'Afrique de façon globale. Nous ne faisons que juste traiter l'information. Oui, vous traitez l'information. Et quand ça touche l'actualité nationale, on est donc en plein droit de tout à fait, réagir là-dessus. Oui. Alors, Monsieur Sawadogo, quelle est la réflexion que vous menez? Est-ce que cette sortie au lendemain donc des assises est une sortie à dessein visant donc à déstabiliser, quand on sait qu'entre Ouagadougou et Paris, depuis le MPSR2, il y a une crise latente
Est-ce que cette sortie vise justement à jouer, à faire une forme de communication pour déstabiliser justement la transition, ou bien c'est une crise aussi à prendre au sérieux quand on sait que dans toute organisation humaine, il y a toujours des petits soucis qui surviennent à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour l'autorité de jeter un coup d'œil dans ses rangs et voir s'il y a des brebis galeux à frapper pour faire tache d'huile? Alors, merci bien. Vous savez, moi particulièrement, je suis habitué aux médias de propagande. Il ne pas seulement que France 24, vous avez suivi récemment les différentes suspensions de médias sur notre pays, dans notre pays. Alors, pour moi, ce ne sont pas des informations à prendre au sérieux parce que nous, à un certain niveau... Tout fonctionne normalement. Tout fonctionne normalement. Est-ce que vous êtes en contact souvent avec des VDP, des FDS qui vous ont dit que tout va bien? Bien sûr. Moi, particulièrement, je suis en contact avec des VDP dans ma localité. Et je puisse vous rassurer que les gens ne font que apprécier les gestes et la bravoure du capitaine Ibrahim Traoré. Et ce n'est pas pour rien que c'est à la veille des assises, le 27 mai, que la France a décidé de publier ce reportage. Nous savons tous que la France n'a pas de reporter sur le terrain ici pour les transmettre l'information. Et nous savons également que la France collabore avec certains Burkinabés que moi je qualifie d'esclaves de salon pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ça, je puisse vous rassurer que ce sont un budget en milliards d'euros qui ont été votés pour ça. Et vous constatez que les relations entre le Burkina Faso et la France ont pris un autre tournant avec la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré parce que nous avons choisi de, même entre griffes, de mener une vie révolutionnaire. Alors, France 24 n'est plus sur le terrain, mais France 24 a la possibilité de toucher des hommes sur le terrain, des hommes assez proches des VDP, comme ils l'ont dit dans leur reportage, qui sont restés dans l'anonymat et qui décrivent donc des situations assez difficiles. Vous savez, c'est facile. Hein? Moi-même, je peux tout de suite là écrire quelque chose pour dire que j'ai reçu l'information dans les couloirs du palais de l'Élysée et qui me disent que non, entre Macron et Brigitte, ça ne va pas. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut inventer. Et on connaît la logique de ces médias. C'est un média d'État. Et un média d'État ne peut pas aller contre les intérêts de l'État en question. Et vous n'êtes pas sans savoir que au Burkina Faso, nous avons entrepris des réformes politiques, des réformes qui visent à restaurer la souveraineté nationale et politique à notre pays. Alors, Nawal Abidi, France 24 dit non seulement toucher des personnes qui ont souhaité rester dans l'anonymat, mais dit également avoir touché les autorités burkinabées sans suite, en vain, mais sans succès. Donc, alors, le média a préféré justement relayer les sources d'une ONG du nom de ACLED, c'est l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Protect. Commentaire par rapport à cette démarche de France 24. Donc, ils ont, disons, ce média a abandonné Human Rights Watch pour trouver quoi ACLED. ACLED, un média ACLED. Bon. Une ONG, une organisation non gouvernementale. Franchement, c'est vraiment le comble de la manipulation et de la désinformation. Vous êtes suspendu au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas de problème de communication médiatique. Le Burkina Faso n'a pas de problème d'information de ses populations, de ses citoyens. Mais pourquoi s'entêter à trouver, à dire qu'on trouve des gens à qui on reçoit ces informations? Moi, comme je le disais, moi je suis de la veille citoyenne, je suis un VDP réserviste, j'ai des parents VDP qui sont toujours sur le combat actuellement au niveau de l'Est, mais s'il y a un problème, ce sont ces personnes-là qui seront les premiers d'ailleurs à le dire. Le chef de l'État lui-même, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, rien que le jeudi 23, recevait les VDP.
où il y a eu un échange qui s'est justement focalisé sur des éléments importants qui ne pouvaient même pas faire état de dissensions imaginaires. Nous disons tout simplement que ce média-là doit se résoudre à jouer son rôle. Je pense que si elle veut, s'il veut faire du buzz, il y a des pays comme l'Ukraine. Il y a même la France à l'intérieur où il y a des questions beaucoup plus particulières, hein, que ce média, sur lesquelles ce média peut justement Est-ce dit, Laval avait dit que l'État a finalement eu raison de suspendre ce média, français mais bien sûr, du Burkina Faso. Mais bien sûr. Et les personnes que ce média touche ne sont rien d'autre que les servants locaux. Avant même l'action de ce média. Qu'est-ce qu'il faille faire finalement? Après donc une suspension, et ça perdure. Qu'est-ce que Non, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce que vous, en tant que journaliste, devrez faire, c'est-à-dire, c'est de continuer le travail d'éclairage de l'opinion nationale. C'est continuer le travail de mobilisation médiatique, hein, dans le soutien de la dynamique qui est enclenchée. Parce que nous sommes en état de guerre. Et en état de guerre, dans une situation de guerre, il n'y a pas deux façons de communiquer, il n'y a pas deux façons de lire les actions sur le terrain. Donc c'est ce travail que nous devons faire pour que les plus sceptiques, s'il y en a, ne tombent pas sur justement des déclarations imaginaires qu'un média perché à Paris pourrait justement lancer comme ça sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur Guiré, quelle réflexion vous faites après suspension? Ce média continue donc de traiter l'information burkinabé. On pourrait dire que ce média est dans son droit. Qu'est-ce que l'État peut faire finalement? Je pense que l'État, dans sa responsabilité régalienne, doit toujours donner la possibilité aux médias sincères de communiquer et de donner la vraie information au peuple burkinabé. Qu'est-ce qu'un média sincère? Parce que vous savez que gagne la France, l'État français a mobilisé des milliards pour informer le peuple burkinabé. Nous estimons que l'État français gagne ses intérêts. Et de cette même manière, l'État burkinabé également, au nom de ses intérêts, doit mobiliser aussi des fonds pour permettre à ce que nos médias, permettre à ce que nos journalistes, nos hommes de médias puissent travailler convenablement pour défendre l'intérêt du peuple burkinabé. L'État vient donc de parler d'une mobilisation de 500 millions pour communication de guerre et communication de crise, et ça a suscité tout un tollé. Est-ce que vous avez compris, en tout cas, ces grognes-là en son temps? Oui, nous avons compris parce que nous sommes à un niveau de développement, nous sommes à une situation où lorsqu'on parle de millions, vous savez, aujourd'hui, la pauvreté fait que beaucoup, lorsqu'on parle de millions, pensent que c'est assez au regard de ce qu'ils ont dans leur assiette. Mais nous estimons que ces 500 millions dans la communication, ou du moins dans le travail communicationnel, ces 500 millions pourraient apporter à l'État burkinabé, ce sont des centaines de milliards. Et nous estimons même que les 500 millions en termes de communication, c'est très peu. Ça peut être peu. Alors, monsieur Sawadogo, est-ce que vous alignez à cette réflexion? Est-ce que l'État a eu toute une vision, a eu un flair que de vouloir budgétiser 500 millions pour une communication de guerre, une communication de crise, quand on voit ce que l'extérieur raconte sur la situation, le théâtre des opérations au Burkina Faso? Vous savez, la guerre aussi, elle n'est pas seulement sur le terrain, elle est aussi médiatique. Et aujourd'hui, si je vous dis que c'est grâce aux médias que les États-Unis ont légalisé leur plan d'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, ainsi que la diabolisation de la Libye, vous saurez que la médiatisation, l'information, la désinformation et la sous-information est toute une arme. C'est une arme. Moi, je dirais que c'est une arme qui a
au même titre que l'arme nucléaire. Parce qu'elle est très dangereuse. Parce que qui maîtrise l'art de la communication maîtrise les masses. Et la France est en train, désespérément, de trouver les failles à travers sa communication, diviser les Burkinabés, diviser les soldats et les VDP, diviser la classe politique, diviser les opérateurs économiques, diviser tout le monde et opérer un coup de force pour espérer encore nous remettre encore dans notre position d'antan, qui est une position que nous qualifions de colonialisme et d'esclavage moderne. Alors, nous allons évoluer vers le prochain sujet. Eh bien, les forces armées des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, et celles des pays comme le Togo et le Tchad sont en exercice d'envergure, a annoncé le ministre de la Défense du Niger le dimanche 26 mai dernier. C'est une opération donc militaire qui a débuté depuis le 20 mai et qui va se poursuivre jusqu'au 3 juin prochain. Nabal avait dit c'est une première de voir que ces 5 pays-là engagés, donc confrontés justement à l'hydre terroriste, effectuent des manœuvres militaires conjointes du genre. A observé l'État tchadien qui par moment semble être un peu opposé à la politique française et qui se rapproche de plus en plus à la Russie. Est-ce qu'on entrevoit déjà un élargissement de l'espace AES avec le Tchad? Vous savez, les pays de l'espace Sahel, et pour ne même pas dire de l'Afrique francophone, sont obligés à sortir de leur attentisme face à leur nécessité souveraine, à la nécessité souverainiste. Parce que ce sont des pays qui, s'ils restent dans ce carcan, sont en train de jouer avec leur survie. Si les États ne prennent pas ces responsabilités d'emboîter la dynamique souverainiste, ce sont les peuples qui vont les y obliger. C'est ce que vit le Tchad, c'est ce que vit le Mali, et ce que vivront d'autres pays dans cet espace francophone. Il faut dire que l'opération qui se tient actuellement, ce sont des exercices militaires. Ça se passe au Niger. L'opération d'ailleurs s'appelle Taranakal, qui veut dire amour de la patrie. Déjà au sein de l'AES, c'était une nécessité, puisque ces pays se sont retrouvés pour justement dans le sens de la communauté de destin, pour lutter contre l'île terroriste et pour conjuguer les efforts militaires. En tout cas pour ce qui est de l'espace AES, ça fonctionne très bien. Bien sûr. Donc, avec l'entrée en matière de ces nouveaux pays. Voilà, du Tchad et du Togo, ce n'est rien d'autre qu'une vision encore plus holistique. Il faut vous rappeler qu'il y avait le G5 Sahel, qui regroupait 5 pays, qui n'a pas marché tout simplement parce qu'il y a eu une inféodation de la France, qui, étant notre porte-plume, est allé tout mélanger aux Nations Unies. Et on ne pouvait pas avoir ni d'armes, ni mobiliser nos hommes, ni être efficace sur le terrain. Ce qui fait que le G5 Sahel est mort de sa belle mort. Donc aujourd'hui, il y a une redéfinition de notre dispositif militaire régional. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et savoir que le président Idriss Déby fils est obligé d'avancer en rompant, tout comme le Burkina Faso l'a fait, tout comme le Mali et le Niger, en rompant avec la France. Avec la France, pour pouvoir espérer non seulement résoudre ces problèmes à l'intérieur, mais aussi apporter le véritable développement au peuple tchadien qui a les mêmes préoccupations que les peuples des États du Sahel. Alors, monsieur Guiré, quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce qu'on peut déjà entrevoir une possible, un agrandissement de l'espace AES avec
ces deux pays-là, le Togo et le Tchad, à regarder la politique aussi dans ces pays-là? Moi, je dirais que l'agrandissement de l'espace AES était prévisible avant justement le début de cette opération. Mais je pense effectivement aussi que c'est un élément qui vient nous C'est pour l'heure montrer. à l'étape exercice. Hein. Oui, c'est pas- pour il y l'heure a à rien de l'étape formel. d'exercice. Mm. Mais vous savez, depuis fort longtemps, nous autres, nous avons toujours dit que on ne pouvait pas résoudre ce problème d'insécurité au niveau du Sahel sans une unité d'action au niveau donc des États même du Sahel. Vous savez que depuis l'avènement donc de la création de l'AES, vous avez vu que nous accélérons dans la dynamique de reconquête de nos territoires, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir le président Déby nous rejoindre dans notre logique de voir la lutte contre l'insécurité. Et nous voyons aussi le Togo qui essaie aussi naturellement de se rapprocher petit à petit de l'AES. Donc c'est une satisfaction et nous sommes très fiers de nos trois États, de nos trois chefs d'État, à savoir Tiani, Traoré et aussi de Goïta. Et dans la perspective, nous pensons que d'autres pays viendront encore au-delà justement de ces deux pays, à savoir le Tchad et le Togo. Lesquels, par exemple? Nous pensons naturellement à la Mauritanie. Nous pensons aussi qu'il y a certains pays côtiers. À la Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie? La Mauritanie, parce que, vous savez, dans la situation actuelle, dans la dynamique de reconquête du territoire malien, aujourd'hui, la Mauritanie se retrouve dans une situation très inconfortable. Parce qu'elle a subi aussi l'insécurité, elle a subi le terrorisme. Et à un moment donné, dans sa dynamique de reconquête, il y a eu justement des compromis. Exactement comme ce qu'on a fait au Burkina Faso ici. Et les groupes armés se sont retrouvés principalement au niveau du Mali. Et aujourd'hui, vous avez vu que tout récemment, il y a eu justement des bisbilles autour justement de la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Mais les autorités maliennes ayant la lucidité et l'intelligence de gestion des questions frontières, ont essayé aussi de jouer le jeu. Et on a compris aussi le sens d'écoute et aussi l'humilité des autorités mauritaniennes. Et dans les perspectives, du moins dans les discours, on sent un rapprochement entre les deux autorités. Et moi, je pense que, et j'estime que dans les jours à venir, parce que, quoi qu'on dise, la Mauritanie faisait partie du G5, le Tchad également. Aujourd'hui, on a le Tchad. Qui peut nous dire que on ne verra pas la Mauritanie dans l'espace AES. Monsieur Sawadogo, regard critique par rapport à cette actualité, est-ce que vous entrevoyez un élargissement avec ces deux nouveaux pays? Bien entendu que je prévois un élargissement, pas seulement que des pays aussi. Lesquels? Je peux faire des bâtiments, mais je sais qu'au fur et à mesure, nous allons constater, parce que c'est la réalité sur le terrain qui oblige les pays à nous rejoindre. Contrairement même aux allégations, contrairement des médias d'États impérialistes et de leurs valeurs locaux, insinuant que les pays de l'AES sont en train de s'isoler, du reste du monde. Cela prouve que c'est en réalité des accusations non fondées. Et aussi, vous voyez que s'il y a un rapprochement avec le Togo et le Tchad, c'est qu'à quelque part, nous avons une autre politique, une autre vision qui n'est pas comme celle de la G5 Sahel, et qui promet une belle lutte contre le terrorisme. Et je puis vous dire aussi que actuellement, il n'y a aucun pays qui est à l'abri du terrorisme. Il n'y a aucun pays. Et mieux vous préparez pendant qu'il est temps. Mieux vous formez vos soldats pendant qu'il est temps. Et d'agir en synergie d'action avec les pays voisins pour mieux limiter les conséquences. Et ce conseil, nous les adressons à nos voisins côtiers. C'est mieux de nous rejoindre à temps pour qu'on puisse vraiment commencer
et se préparer les soldats, préparer les mentales à affronter les défis qui seront là. Parce que une fois que les terroristes gagnent du terrain, ils gagnent du temps, ils se préparent, et quand il va se lever contre vous, vous n'aurez plus la capacité d'interagir. Et là, ça sera dommage pour les pauvres populations. Dommage pour les populations. Ok, très bien. Il y a que M. Doro qui vient de nous joindre depuis le Niger. Monsieur Doro, nous parlons justement des manœuvres militaires conjointes entre les pays de l'AES, le Togo et le Tchad. Allons-nous vers un agrandissement de l'espace AES? Oui, bonjour. Je me présente Mohamed Sekou Doro, président du comité de soutien à l'Alliance des États. Évidemment, il faut s'attendre à ça parce que nous, bien avant, nous avions dans nos déclarations ici à Niamey que l'AIS, ça va s'agrandir. Il y aura d'autres qui vont se joindre à l'AIS. On est là depuis très longtemps. On avait le Togo, on a vu le Tchad. Il y a un autre pays qui va se joindre à l'AIS très bientôt. Ça, c'est la Guinée-Conakry. Ça, il faut s'attendre à la Guinée-Conakry. Même la Côte d'Ivoire que vous voyez, il ne faut pas être surpris. Le jour où vous allez voir les Ivoiriens se joindre à l'AIS, il ne faut pas être surpris et ça va venir. Alors, M. Doro, pourquoi vous avez foi que la Guinée pourrait se rejoindre à nous ainsi que la Côte d'Ivoire? Deux pays, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ces deux pays. Les deux pays suivent ce qui se fait au sein de l'AIS. Vous savez, l'AIS, là, c'est trois États qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ces trois États qui ont décidé vraiment d'être souverains, c'est-à-dire de la politique de la France, de se démarquer de la politique des puissances imbéciles. Aujourd'hui, quand vous prenez la société, nous avons une société à 70% dans la génération que nous avons été pour sa pays-là se joignent à la... Alors, on a de petits soucis avec M. Doro. M. Doro, la réception est un peu mauvaise due donc au réseau Internet. Merci d'avoir essayé de prendre part justement à ce débat d'actualité. Alors, nous allons progresser donc vers le troisième et dernier sujet. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont finalisé à Niamey, la capitale donc nigérienne, un projet de texte portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les chefs d'État de ces pays devraient adopter ce projet de texte dans les prochaines semaines. Une confédération dans un contexte donc de pays en transition, Nabal l'avait dit, est-ce aventurière ou une vision éclairée des chefs d'État de ces trois pays? Ce n'est pas une aventure, en tout cas ce n'est pas une confédération, je dirais, aventurière, ce n'est pas voilà, une marche sans vision, sans objectif précis. Il faut simplement relever que les grandes nations, les grands regroupements se sont construits dans les moments les plus difficiles. C'est dans ces moments qu'on puise au fond de nous les valeurs et qu'on arrive à poser un socle solide. Et moi, je suis très confiant et très rassuré que l'AES, autour de l'AES, autour de la confédération de ces États-là, viendront les autres pour consolider justement et élargir cet espace de vision et de destinée et de destin commun, parce que c'est un regroupement qui est fondé d'abord sur une certaine sincérité et qui est né dans des espaces comme des espaces économiques comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, qui ont montré des limites
et qui ont démontré une certaine inféodation de la France, qui n'a jamais voulu laisser nos pays prendre leur envol, laisser nos pays se développer et devenir de grands pays, devenir de grandes nations. Donc, c'est un processus qui doit se consolider, se renforcer, s'élargir, parce que c'est par là que la postérité bénéficiera d'un grand espace fort, comme les États-Unis, ça fait une cinquantaine de pays. Vous direz donc que cette décision, en tout cas des trois chefs d'État, vient à point nommé. Est-ce la même vision que vous partagez, monsieur Guiré? Oui, tout à fait, parce que nous avons un défi commun. Nous avons plus ou moins une histoire commune. Nous traversons les mêmes réalités. Et la particularité avec l'AES est que ce n'est pas une initiative suscitée depuis l'extérieur. Parce que vous le savez, depuis les années 1960, tout ce qui a été comme initiative sous-régionale, initiative justement de regroupement ou du moins de fédération des États africains, ont toujours été des initiatives suscitées par certaines puissances impérialistes. Et qui faisaient que ça ne prospérait pas. Ça ne prospérait pas. Et ce sont des initiatives qui étaient créées, qui étaient mises en place pour répondre aux intérêts de certaines puissances. Nous avons aujourd'hui une confédération, ou du moins une organisation comme la CEDEAO, qui répond à un besoin. Celui justement de garantir les intérêts, ou du moins de protéger les intérêts de certaines puissances au niveau de la sous-région. Et ce qui fait que lorsque vous prenez l'Union européenne, on a une Union européenne. Mais lorsque vous prenez l'espace européen, vous verrez qu'il y a une géographie beaucoup différente. Il y a aussi une culture, il y a plusieurs cultures différentes. Mais au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de ramification. Mais lorsque vous prenez en Afrique, vous verrez que c'est en Afrique, vous avez la CEMAC, vous avez la CEDEAO, vous partez également en Afrique du Sud, vous verrez également une autre organisation. Donc, ils nous ont morcelés pour justement pouvoir nous contrôler. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des chefs d'État qui ont eu la lucidité de créer l'AES. Et je pense que de l'AES naîtra la vraie unité africaine. Là, je vous assure que dans les années à venir, certes, comme vous l'avez si bien souligné, les réformes extraterritoriales sont extrêmement complexes et difficiles parce qu'il faut du temps, mais nos chefs d'État sont en train de comprendre la lucidité de travailler de sorte à ce qu'on puisse avoir suffisamment de temps. Aujourd'hui, nous étions à 21 mois, aujourd'hui nous sommes à 60 mois pour le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades. Et aussi au Mali, nous voyons des réformes, nous voyons également des concertations pour permettre à ce que Goïta puisse avoir le maximum de temps. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui s'insurgent contre, par exemple, le cas burkinabé, les 5 ans donnés au président, ceux qui s'insurgent et qui disent que c'est tout un mandat, est-ce que vous voulez dire que ces gens-là n'ont finalement rien compris dans l'élan africain que portent ces trois chefs d'État? Oui, certains n'ont rien compris naturellement de l'élan, n'ont rien compris dans la perspective de ce qu'il veut, ce qui se prépare. Mais il y a certains également qui savent, et ceux-là, ce sont généralement les valets locaux, qui savent que si, dans cette perspective, dans cette logique, dans cette dynamique, si nous faisons 5 ans, je vous assure que nous allons pouvoir asseoir les bases de la construction de la superpuissance burkinabé. Donc c'est une crainte qui fonde ces grognes en ce moment. C'est tout à fait une crainte parce que ce qui se pose aujourd'hui comme jalon, ce qui se pose justement comme fondement pour permettre à ce que notre État soit une puissance... N'arrange pas certains. Naturellement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent que nous répartions dans l'ancien système, parce que c'est dans un tel système qu'ils peuvent facilement piller le peuple, ils peuvent facilement s'accaparer des ressources du pays, ils peuvent aussi jouir justement de certains privilèges du pays. Mais malheureusement, malheureusement pour eux, nous nous retrouvons dans une situation où il faut redéfinir les choses, il faut repartir sur de nouvelles bases, il faut permettre à ce que le pays puisse avoir une vraie économie, le pays puisse être souverain, le pays puisse justement être dans une situation où c'est l'État qui décide de tout.
Malheureusement, nous n'étions pas dans cette situation. Et vous avez vu que à chaque crise, lorsque le Burkina Faso faisait face à n'importe quelle crise, nous sommes obligés d'aller voir des privés, des particuliers, pour soutenir l'État. Pourtant, dans les autres pays, c'est l'État qui soutient les particuliers en cas de crise. Ça veut dire naturellement que nous n'avons pas un État fort. Et ce qui est en jeu, ou du moins ce qui est en perspective, au Burkina, au Niger et au Mali, c'est de travailler de sorte à ce que les États soient puissants exactement comme les États comme la Chine, comme la Corée du Nord et même comme la Russie. Ce sont des États puissants et pour être à l'abri de toutes sortes de crises, il faut avoir un État puissant. Alors, monsieur Sawadogo, une vision éclairée, la création de cette confédération. D'accord. Avant de répondre à votre question, je veux dire que vous venez de m'apprendre quelque chose ce matin en disant qu'il y a des Burkinabés qui étaient contre les 5 ans. Parce que pour moi, bon, je ne savais pas. Rien qu'à faire un tour sur Internet, les réseaux sociaux. Sur Facebook, Internet, actuellement, nous, voyons 10 ans, les gens sont mécontents. Cette lutte engagée par le président du Faso ne plaît pas à tout le monde. Bon, à ma connaissance, l'unanimité, ça n'existe pas. Non, l'unanimité n'existe pas, c'est vrai. Mais je pense que si vous prenez un peu votre cas et que vous rentrez dans les différentes localités de Burkina Faso et que vous criez seulement qu'on ne veut pas le président, il veut dégager seulement et que vous attendez à ce qu'il fasse passer. Parce que j'en étais témoin dans les localités qui sont même en zone rouge. D'accord. Je peux faire tel le nom parce que c'est ma propre localité. À notre confédération maintenant. Exactement. Par rapport à votre confédération, en tant que panafricain, c'est un rêve qui se matérialise pour nous. C'est-à-dire que nous étions confrontés à un problème frontalier. Quand on revoit historiquement la conférence de Berlin qui a matérialisé le partage de l'Afrique comme un gâteau, vous voyez qu'il y a des familles qui ont forcément été séparées. Vous allez voir que les mêmes familles qu'on trouve au Mali, on les trouve au Burkina Faso et ainsi de suite, comme au Niger et le Mali exactement aussi. Donc, je puisse vous dire que c'est la création de l'AES, la confédération de l'AES va entraîner la suppression des frontières. En plus, on a l'unité africaine qui est en train de se jouer. Mon camarade Assamadou Guiré vient de dire que c'est peut-être les fondations d'une superpuissance africaine qui est en train d'être construite. Et aussi, je parle aussi de la souveraineté entre les peuples. Vous avez vu les sanctions inhumaines et illégitimes qui ont été prises contre le peuple du Niger. Et ces décisions ont été prises en tout état de cause et que les conséquences seront désastreuses pour les populations. Et la conséquence, on dénombre des centaines de morts dans les hôpitaux, les bébés dans les couveuses. Et pour moi, c'est un crime contre l'humanité qu'après, il faut situer les responsabilités. Et aussi, c'est pas fini. Alors, très rapidement. Il y a la création aussi d'une monnaie unique aussi qui va nous permettre de mettre de côté une bonne fois pour toutes la question du franc CFA. Que ça, c'est une idée également en gestation dans l'espace AES. Alors, Nabal avait dit, la création de cette confédération est de plus en plus, les lignes bougent, les textes sont déjà bouclés, finalisés, il ne reste plus qu'au chef d'État de valider. Donc, on voit l'engagement que nos 3 chefs d'État ont à aller vers cette confédération qui va consolider encore les liens d'amitié et de coopération entre ces 3 pays. Pendant ce temps, il n'y a que le président sénégalais Diomaye Faye qui vient pour une visite d'amitié de travail. Entre autres éléments, c'est de demander à nos chefs d'État de revenir à la CEDEAO. Est-ce un vœu pieux? Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, du message que porterait le président Diomaye Faye. C'est vrai, lors d'une conférence, en tout cas, il a dit clairement, au premier moment qu'il y travaillerait. Voilà, au retour de ces pays-là dans la CEDEAO. Je voudrais déjà noter le pragmatisme qui est manifeste au niveau du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré.
Le même pragmatisme, on peut le voir au sein du Mali, avec le président Assimi Goïta et le général Tiani. C'est une caractéristique que dans les régimes dits de démocratie en réalité bananière, on ne peut pas. Parce qu'on le voit toujours dans la démocratie bananière. Mais aujourd'hui, nous sommes avec des régimes pragmatiques qui décident et qui mettent tout en œuvre pour exécuter ces décisions. Au Burkina Faso, il y a bien sûr beaucoup d'éléments qui peuvent corroborer cela. Maintenant, pour en venir à la visite du président sénégalais, Diomaye Faye, il faut dire que même s'il porte le message du retour de nos pays dans la CEDEAO, je dirais tout de suite et maintenant que c'est un message justement qui va buter à un mur. Et ce mur, c'est le mur justement de la Confédération des États, disons de l'Alliance des États du Sahel. C'est une dynamique qui est enclenchée, qui n'entend pas faire marche arrière. Parce que l'analyse a été profonde, le constat a été profond, et la décision, quoique l'on pense, puisque c'est survenu le 16 décembre dernier, subitement, pour les populations, mais il faut dire que ceux qui l'ont pris, les chefs d'État, avaient bien mûri la situation. Je pense d'ailleurs qu'il sortira de cet entretien avec des arguments beaucoup plus solides pour amener ceux de la CEDEAO à venir vers l'AES. Parce que la CEDEAO est déjà infectée, inféodée. Cela est possible? C'est bien possible. Déjà, on a le pays, on a le Togo, qui, visiblement, va nous revenir. On a aussi, qu'ils reviennent avec les présidents qui sont là, ou bien qu'il y ait un cataclysme au sein de ces pays, l'évolution de ces peuples-là va suivre la même trajectoire que les peuples de l'AES. C'est-à-dire la trajectoire qui leur confère leur véritable liberté. Donc, je pense ici que l'AES, le président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui va recevoir justement dans quelques heures le président sénégalais, ne pourra pas se laisser convaincre, de convaincre encore les deux autres d'un retour dans la CEDEAO. C'est incongru, c'est même absurde. Mais une introduction de la CEDEAO dans l'AES, est-ce possible, M. Guiré? Oui, moi je pense que c'est possible. Vous savez, depuis le départ des 3 États de l'AES, de la CEDEAO, nous avons acté le processus de disparition de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ouais, même ce tourisme du président sénégalais, c'est pour naturellement revoir comment convaincre toujours les États de... Oui, il faut... Nous estimons, si toutefois, le président sénégalais venait avec un message de salutation fraternelle, de salutation du peuple burkinabé, du peuple sénégalais, nous estimons que c'est très bien. Mais si c'est pour venir convaincre le capitaine Ibrahim Traoré à rejoindre, ou du moins à revenir sur sa décision, celle de quitter la CEDEAO, nous estimons que c'est du tourisme. Parce qu'il viendra naturellement voir les rues de Ouagadougou. Parce que comme nos autorités l'ont si bien souligné, c'est une décision de non-retour. Et il est très jeune dans cette histoire, parce que la lucidité de nos autorités, que ce soit celle du Mali, celle du Niger et celle du Burkina Faso, nous pensons
que c'est à eux. Et j'ose croire, ou j'imagine même que le capitaine Ibrahim Traoré arrivera à convaincre le Sénégal de rejoindre l'AES. Ça, je suis profondément convaincu de ça, parce que certainement qu'il n'a pas certaines informations, et s'il a accès à ces informations, il risque de revoir sa position. Alors, monsieur Sawadou, nous allons terminer avec vous. Regard, quelle lecture vous pouvez faire, quelle réflexion vous faites justement de la visite du président Diomaye Faye au Burkina Faso, cette visite d'amitié de travail, au cours desquelles seront certainement abordées cette question-là de la CEDEAO et de l'AES. D'accord. Tout d'abord, moi, je dirais que je suis impatient, voilà, pour qu'ils viennent et qu'on découvre, parce que quelque chose en moi me dit que le président Diomaye Faye est là pour discuter de l'adhésion du Sénégal dans l'AES. Quelque chose me convainc que le Sénégal va nous rejoindre. Et pourquoi Parce cela? que pour moi, il est déjà conscient que nous avons pris un chemin de non-retour. Le président l'a dit. Et aussi, il y a le président et le premier ministre nigérien qui invite aussi la CEDEAO à rejoindre l'AES. Donc aussi, vous savez que pour rejoindre l'AES, forcément, il y a des points sur lesquels on doit s'entendre. Il y a des points sur lesquels on doit avoir une même vision. Et je pense que c'est ces conditions-là que Diomaye Faye vient négocier avec nous, voilà, pour qu'ensemble nous puissions matérialiser vraiment la souveraineté africaine, la souveraineté des peuples. C'est votre souhait? Ouais, c'est mon souhait, mais quand je vois l'actualité politique au Sénégal, voilà, quelque chose aussi me dit qu'ils sont aussi confrontés à la pression populaire, à ce que le peuple demande aussi ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire la quête de la souveraineté véritable de nos États. C'était donc à l'instant Abdoul Rasmane Sawadogo, juriste et coordinateur de la Ligue de défense noire africaine. Noire africaine, c'est bien ça? Noire voilà. Africaine. Et Merci. Aussi secrétaire général de la Confédération et des organisations de la société civile. Merci donc pour votre participation à cette émission. Naba Labidi, vous êtes le porte-parole du mouvement Face aux causes. Merci pour vos analyses. Merci. Merci à vous, Assamadou Guiré. Vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci pour vos clés de lecture. Merci. Par rapport donc à ces trois sujets. Merci. À vous, fidèles téléspectateurs de la C360, merci d'être restés tout au long de cette émission et la semaine prochaine avec de nouveaux sujets d'actualité.